bien, rebonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et nous avons donc à présent une table ronde. On va parler dans le contexte de tout ce que nous avons entendu sur l'actualité des offices, sur les évolutions très rapides aussi qui interviennent ces derniers temps. On va parler des nouvelles attentes, on va parler des nouveaux services aussi, des moyens qu'auront les offices pour les mettre en place. On reviendra certainement sur des questions juridiques. Et on aimerait bien que pour tout cela, vous participiez aux échanges le plus possible. Alors, on a deux méthodes. D'abord, évidemment, en fin de débat, on vous donnera la parole dans la salle. On mettra un peu de lumière dans la salle. On vous proposera des micros. Et n'hésitez pas surtout à rentrer dans la discussion, à poser les questions que vous voudrez à nos invités. Et puis, on a un autre système que je vous explique tout de suite et qui est relativement simple. Je pense que vous avez quasiment tous avec vous des portables. On vous propose de nous adresser des SMS tout au long du débat, quand vous voulez, c'est vraiment à tout moment, soit des questions, soit éventuellement des commentaires sur ce qui se dit. Et je vous donne la marche à suivre. Alors, vous l'avez dans mon dos, mais on va regarder tous ensemble, si vous voulez bien vous munir de vos appareils. D'abord, le code Wi-Fi dans l'enceinte du Palais des Congrès. Je vous le rappelle, si vous ne l'avez pas encore saisi, l'identifiant FOPH, comme c'est indiqué là, et le mot de passe, tout simple, Poitiers 2016. Ensuite, deux solutions donc pour vous, soit SMS, et là, notez le numéro de téléphone, peut-être vous pouvez le rentrer tout de suite. Je vous rappelle d'ailleurs que tout ça est dans vos mallettes. Vous avez cette feuille que je vous montre à l'instant. Mais quand même, je vous rappelle le numéro de téléphone 06 44 60 50 54. Vous tapez d'abord FOPH. Je crois qu'on peut taper en minuscule ou en majuscule, il n'y a pas de différence. Un espace, et puis votre question, votre commentaire, tout ce que vous voulez. Et vraiment, n'hésitez pas à le faire en cours de débat, ce sera très, très riche pour alimenter notre discussion. Pas tout le temps qu'on ait le temps, nous aussi, d'échanger. Autre possibilité, bien en passant par la toile, par le web, tout simplement, et en faisant donc app Wisembly, W-I-S-E-M-B-L-Y, comme écrit, .com. Et là, même chose, FOPH, et vous accéderez tout de suite au moyen de laisser votre message. Voilà. Si c'est bien compris, vous pouvez peut-être le tester ou en tout cas le retenir, éventuellement photographier cette affiche qui est dans votre dos. Et on vous attend pour toutes les questions que vous voudrez nous poser en cours de débat et surtout à la fin du débat, lorsqu'on ouvrira les micros pour la salle. Voilà, je demande maintenant à nos intervenants de bien vouloir me rejoindre et je vous les présente tout de suite. Bienvenue à tous. Je vous présente donc, je vais aller de ma gauche vers ma droite, Serge Guérin, qui va être un peu notre moteur un peu pour apporter ses éclairages. Il est sociologue, Serge Guérin. Il est professeur à l'INSEC. Il est spécialiste, je le dis au passage parce que ça va être un des thèmes certainement de notre discussion de tout ce qui concerne les personnes âgées. Il s'intéresse beaucoup à toutes ces évolutions, évidemment liées au logement, il y aura sûrement à dire. Donc il est avec nous et il pourra interpeller peut-être les professionnels et je leur demande de le faire aussi, de lui poser les questions qu'ils voudront. À côté de lui, Aïcha Sissoko, que je pense plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Aïcha Sissoko qui dirige la FAVO. C'est au tout départ, Aïcha, vous m'avez dit, l'association des femmes africaines du Val d'Oise, mais qui a bien évolué depuis. Et vous vous occupez de très très nombreuses familles aujourd'hui, notamment de familles de migrants, mais pas seulement. Et vous avez votre association, presque 30 ans, fondée en 87. Ça n'est pas rien. À côté de vous, Isabelle Rueff, directrice générale de l'OPAC 38, c'est bien sûr dans l'Isère. Donc expérience là aussi, on vous entendra. Sébastien Longin, tout autre paysage, directeur général de Pleine Commune Habitat. Et enfin Éric Philippard qui dirige lui l'OPAC de Saône-et-Loire, dans ce qu'on appelle les zones détendues, mais je crois qu'on en profitera pour donner quelques définitions sur zone tendue, zone détendue. Ça fait partie de votre travail, Éric Philippard. Voilà, je vous propose pour commencer, puisque nous allons beaucoup parler donc de ces attentes, de ces services, de ces produits aussi que peuvent proposer les offices aujourd'hui en réponse aux grandes évolutions
sociologique. Je vous propose de regarder ce qui se passe ailleurs qu'en France, ça ne fait jamais de mal. On va aller en Angleterre, Royaume-Uni, où on le sait, il y a souvent des expériences assez innovantes. Et c'est Cédric Von Stevendel qui est allé interroger pour vous Paul Doe. Paul Doe est le Chief Executive, c'est-à-dire le responsable, tout simplement, d'une entreprise de services, SBHG, qui est à Londres. Et voyez ce qu'ils font déjà là-bas, et peut-être que cela vous donnera envie de commenter et peut-être de vous en inspirer. C'est ce qu'on verra. On regarde ce film tout de suite. Oui, beaucoup d'enseignements dans ce qui nous est apporté là. Je regarde Aïcha Sissoko, tout ce qu'il nous est dit sur les habitants, leur implication. Très frappé, moi, de ce qui me concerne, par deux formules. On ne construit pas de belles maisons pour profiter de sa pauvreté dans des belles maisons. On va bien plus loin. Et puis là, je me tourne vers Serge Guérin. Ce qu'il nous dit aussi, c'est la communauté dans son ensemble qui nous intéresse, pas seulement des habitants de logements sociaux. Donc notre rôle est d'abord de les intégrer, de parler d'une communauté. Partons peut-être, je ne sais pas quelles sont les réflexions que vous inspire ce petit film très riche, Serge Guérin. D'abord, oui, c'est un film assez génial parce que il montre énormément des problématiques. Ouais. Et puis il montre, alors c'est vrai que c'est aussi des différences par rapport à des cultures plus françaises. Hein. Ça vient derrière de la question très très ancienne, d'abord du recul de l'État d'un côté, hein, la révolution Thatcher elle date, mais ça a été aussi, il y a eu aussi une réponse qui a été autour de ce qu'on appelle la Big Society, c'est-à-dire comment, quand les personnes elles-mêmes sont en capacité, en étant accompagnées, mais sont en capacité de construire leur propre chemin en quelque sorte. C'est tout ce qu'on appelle un peu les théories autour du care et tout ça, et finalement là on les voit mises en action. L'idée c'est pas enfermer les gens dans des logiques, disons, d'assistance, pour prendre des termes très très clairs, mais aller vers quelque chose qui leur permette de construire un projet à leur niveau, et ainsi de suite. Mais en y mettant les moyens. On ne laisse pas tout seul dans un coin en disant c'est de votre faute. C'est comment, avec elles, ils construisent quelque chose. Donc là, on voit bien que tout ce qui sous-tend le projet, il est autour de ça. Et puis il est aussi sur quelque chose qui est très net, c'est on peut faire de l'argent avec tout ça. C'est-à-dire aussi on trouve des formes d'équilibre économique. Et donc là il y a aussi une notion un petit peu de circuit, c'est-à-dire qu'on va trouver de l'argent en revendant un tel, en construisant telle chose, en s'appuyant sur ce qu'on appellerait nous peut-être des partenariats publics privés, ou ce qui commence à se développer, les social bonds et tout ça. Enfin on voit que là ils sont là-dessus très très puissants, très très armés, je dirais idéologiquement. Puis l'autre élément, ils n'ont pas d'état d'âme les Anglais, hein. Il faut faire de l'argent avec. Oui. Et on puis, en a besoin, ça sera utile pour tout le monde, on y va, on cherche les moyens. Et puis ils sont peut-être qu'on est plus pudique avec ça. Oui, on est sans doute plus pudique, ils sont allés aussi plus fort. C'est-à-dire que les années Thatcher et toute la suite a plongé quand même une grande partie du pays dans des difficultés énormes. Et ensuite, une fois qu'il y a ces difficultés, qu'est-ce qu'on fait ? Mais la culture, d'ailleurs, partagée par la gauche et par la droite là-bas, c'était quand même en très grande partie, ça doit aussi provenir des personnes elles-mêmes. Et puis l'autre élément qui concerne encore plus directement, je dirais, le logement social, c'est déjà la question de la révolution du service. C'est-à-dire que là, très clairement, ces personnes-là, finalement, nous parlent très très peu de mètres carrés, nous parlent très très peu de béton, nous parlent très très peu de techniques immobilières, mais parlent très directement du service apporté, du service, c'est même plus annexe, c'est du service qui va avec le logement. Et donc on n'est plus du tout, je dirais on sort des logiques BTP pour aller vers des logiques services. Qui est peut-être au fond votre vocation profonde, c'est ce qu'on va demander au directeur des OPAC, comment ils se perçoivent à ce niveau-là. Déjà une première question, doit-on aller aussi loin que les Anglais ? Alors, je ne sais pas si ce qu'elle est induit un non ou un oui, cette question-là. Où mettons des limites ? Eh bien, c'est effectivement des questions qu'on se pose du côté des directeurs. Éric Philippard, vous voulez peut-être prendre la parole le premier, parce qu'on y réfléchit, y compris collectivement, hein. Avant de venir à votre office, vous réfléchi à plusieurs sur ces sujets-là. La question en même temps du service pose la question de la redistribution. Et derrière la question de la redistribution, il y a la question de la fabrication de la richesse. Et on se rend compte en fait que nos territoires en France ne portent pas les marchés de même manière. Vous avez parlé tout à l'heure de la Saône-et-Loire, il y a un certain nombre d'organismes qui sont dans cette salle. Pour donner une indication, la vacance en matière de logement public et privé est plus près de 11% que des 1% que j'ai entendus ce matin. Donc, les organismes qui vivent cette approche dans le territoire détendu ont essayé l'an passé d'imaginer et de comprendre quelles étaient les spécificités de ces territoires détendus. Donc, ils se sont regroupés avec 5 associations régionales, la Franche-Comté, l'Auvergne, Champagne-Ardenne, la Lorraine et la Bourgogne, sous l'égide donc du mouvement HLM, pour essayer de comprendre.
et essayer de comprendre s'il y avait une singularité de ce qu'on peut appeler les territoires détendus. Alors, évidemment, si je prends la Saône-et-Loire, une vieille terre industrielle, est-ce qu'on avait des situations assez similaires? Et ça renvoie à un débat plus général, d'ailleurs, sur la géographie et les risques de fracture en France, donc en matière de géographie. Alors, un an de travail, un document qui a été fait, qui s'appelle le Manifeste des territoires détendus, et qui part d'un premier constat, oui, nous avons des territoires en France où la démographie n'évolue pas tout à fait de la même manière d'un secteur à un autre. Les 0,54 donc de progression en matière entre deux recensements, on est plus près des 0,16 donc sur les 5 régions qui ont été identifiées. Une forte désindustrialisation qui est marquée notamment par l'absence d'attractivité liée à des présences de métropoles. Souvent des politiques de l'habitat qui se sont peut-être confondues parfois avec des politiques de construction. Vous avez dit plutôt du BTP, et l'exemple le plus significatif, c'est que l'offre de construction publique et privée, et surtout privée, a été beaucoup plus importante, finalement, que les besoins nécessaires. Pour donner un chiffre, les 5 régions, par an, le point d'équilibre tournait entre 18 000 à 20 000 logements. Globalement, c'est 35 000 logements qui ont été construits. Et ce qui veut dire que, mécaniquement, ça met en vacances, ça met hors du marché les logements qui sont considérés comme les moins attractifs. Et ça vous oblige, vous, à repenser complètement vos pratiques, parce que vous avez le sentiment, si on vous entend bien, qu'on a un peu confondu zone tendue, zone détendue, ou en tout cas qu'on a appliqué une même politique. Alors, même si on ne cesse d'en parler de ces différences, quand même. Bien sûr, bien sûr. Et même si aujourd'hui, je crois en fait qu'il y a une distinction qui apparaît, une singularité qui apparaît, derrière ça, c'est d'une certaine manière une partie de l'activité des organismes qui est différente. Ne serait-ce que tout simplement par, je prends un exemple, 11% de vacances, moi j'ai 200 baux en moins par an, ça a un impact direct en fait sur l'équilibre d'exploitation. Donc ça nous oblige à nous diversifier. Et les réponses, ce sera justement de proposer des services, de développer des offres de services. Vous en donnerez un peu plus de détails tout à l'heure. On continue avec les réactions directes à ce film. Il y a peut-être la question qui vous a été posée au tout début par le premier SMS. Est-ce qu'on doit aller aussi loin que les Anglais? Oui, non, pourquoi pas? Sébastien Langin, Isabelle Rueff. Sébastien Langin. Il est très galant. Bon, ça donne envie. Ça donne envie quand on voit ce petit film. Il y a de l'enthousiasme, il y a beaucoup d'initiatives. Tout ça a l'air très packagé, bien dynamique. Ça donne envie. En même temps, je pense qu'il faut se dire que nous aussi, on fait des belles choses. Parmi l'ensemble des actions que j'ai entendues mises en avant dans ce petit film, je pense qu'on fait aussi des belles choses de ce point de vue-là. Sur l'emploi, on fait des belles choses dans notre office, mais comme dans les nôtres au sens large. Mais il y a peut-être, voilà, ils sont peut-être passés, j'allais dire, à l'étape d'après ou à une autre étape, mais qui est aussi liée sans doute à la question du positionnement des acteurs et de leurs responsabilités. On a l'impression qu'ils sont plus devenus un opérateur social au sens large du terme, y compris avec les évolutions que vous avez mises en avant. Il y a des petites choses qui sont très intéressantes aussi, avec cette notion de pour une livre, et non pas 1 euro pour une livre investie, il faut qu'il y ait des résultats derrière. Bon, je pense que là aussi, nous, on n'a pas forcément à rougir de ce qu'on fait en la matière, que ce soit en termes de services ou sur nos cœurs de métier. Il y a toujours un chiffre, j'aimerais bien faire un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure à propos des finances des offices. Un chiffre que moi j'ai en mémoire, c'est que lorsqu'on lit bien le rapport de la Cour des comptes sur le logement social en Île-de-France, qui est paru il y a 1 an à peu près, pour 1 euro de dépenses publiques investies, d'investissement, subvention d'investissement dans le logement social, ça fait sur le territoire régional 4,5 euros de pouvoir d'achat gagné. Je pense que là, on est sur un multiplicateur qui est particulièrement intéressant, si jamais on veut avoir le value for money des Anglais. Il y a un point, moi, sur lequel je pense qu'il faut qu'on fasse attention, et où je verrais peut-être une alerte ou une limite. Et pour faire lien avec une autre question, oui, je pense que le locataire peut être y compris un des financeurs de ces services, mais il faut bien dire pour lesquels, pas pour tous, il faut bien les délimiter, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, parce que le risque, et peut-être tout cela est lié aussi au modèle qui nous a été présenté s'agissant de Outre-Manche, c'est qu'il ne faut pas au bout du compte qu'on fasse payer les effets et les actions de solidarité par ceux qui en ont le plus besoin. Et donc nous, on sera donc particulièrement vigilants à ces limites. Et ça passe par un dialogue très étroit avec les locataires, j'imagine, pour arriver à
bien travailler ensemble sur ces questions. Le deuxième SMS qui nous était arrivé, mais c'est au fond vraiment au cœur de notre débat, c'est est-ce que le service est une réponse justement aux questions que se pose le logement social? Est-ce qu'il faut aller jusque-là aussi? C'est vraiment de ça qu'il est question. Juste un passage, si vous le permettez, Isabelle Rueff. Aïcha Sissoko, on a beaucoup parlé des habitants et de leur implication jusqu'à participer au financement. Je sais que c'est une question, même au sein d'une association comme la vôtre qui s'occupe de personnes très déshéritées, que vous posez. Question de dignité un peu, hein, pour eux. On en a parlé toutes les deux juste avant. Oui, tout à l'heure, vous m'avez interrogé sur la population qu'on touche. Je vous ai dit que c'est une association qui a été créée pour venir vraiment en accompagnement de personnes d'origine étrangère qui se retrouvent en France et pour qu'elles puissent s'intégrer. Mais pour autant, il y a un certain nombre d'activités que nous faisons qui sont ouvertes au quartier. Je crois que je me retrouve un peu dans ce qui a été dit dans le petit film. Et lorsqu'on a parlé de ces populations que nous touchons, on a parlé également de la question de l'adhésion. Et je vous ai expliqué qu'il y a un principe très important pour nous, c'est la dignité des personnes. Même si les personnes auxquelles on s'adresse sont souvent des personnes en grande difficulté sociale pour une bonne partie, si elles ne peuvent pas payer d'adhésion au sens numéraire du terme, elles nous le rendent aussi en s'investissant au niveau des projets. Mais pour autant, j'ai aussi précisé qu'il y a un certain nombre d'activités aussi, puisque notre accompagnement, c'est aussi faire que les migrants comprennent, je dirais, les codes qui régissent l'organisation et la vie quotidienne en France. Donc, il y a des activités pour lesquelles, même si l'adhésion peut être quelque chose de symbolique, c'est important pour nous, pour les personnes, qu'elles puissent contribuer, si petite soit la somme qu'elles peuvent donner. Donc c'est très très important. Et très important aussi, on vient de le dire avec Sébastien Langin, le dialogue aussi avec les offices, peut-être pour bien comprendre ce qu'on propose. Moi je pense que moi-même, mon parcours ou ma proximité, en tout cas au niveau de mon travail professionnel, ma proximité avec le monde HLM, vient aussi de ce dialogue entre les offices et les habitants. Puisque notre association, quelque part, je la considère comme un représentant des habitants dont nous nous occupons et qui sont donc des locataires de ces offices-là. Moi, ça fait maintenant peut-être plus de 20 ans que j'ai été membre et que je suis encore membre d'un certain nombre, du conseil d'administration d'un certain nombre d'offices sur le Val d'Oise et sur le 78. Donc c'est très très important parce que c'est là où le locataire se sent concerné. Certes, le patrimoine appartient au bailleur social, mais c'est l'habitant qui vit là-dedans. Et le fait que l'habitant se sente chez lui, c'est important aussi, quelque part, qu'il ait son mot à dire, mais qu'il contribue également aux transformations sociales qui s'imposent. Ouais. Eh bien, on va voir quels sont ces nouveaux services, peut-être du côté de l'OPAC 38, Isabelle Rueff. Je vous sais très enthousiaste et vous en revenez d'ailleurs, hein, vous allez nous en parler, j'en suis certaine. Vous aviez prévu de le faire, j'en suis sûre. D'où revenez-vous? Allez. Alors, déjà, je voulais peut-être compléter des choses qui ont été dites tout à l'heure, mais dire que, de toute façon, la révolution des services, elle est en marche. Et je crois qu'il faut qu'on soit tous conscients du fait qu'on est des entreprises de services avant même d'être des entreprises du bâtiment. On est aussi des entreprises du bâtiment, mais le service, c'est notre quotidien. De toute façon, quand on gère du patrimoine, on est dans le service. Et la question, c'est de savoir, en effet, jusqu'où on va dans le service et jusqu'où on complète. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui est très profondément dans notre identité et dans notre rattachement. On est au service des territoires. On doit satisfaire les besoins des territoires. Et ces besoins, ce sont des besoins en logement, quand ils existent. Ce sont des besoins en entretien, en amélioration, en réhabilitation, parfois en démolition, en effet. Et ce sont aussi les besoins des habitants. Et là, je crois qu'il faut aussi qu'on prenne habitants au sens large, et ce qu'apporte la Grande-Bretagne avec l'idée de communauté, c'est bien ça. Il faut qu'on apprenne aussi à raisonner habitants, c'est-à-dire qu'on a des locataires, mais il ne faut pas distinguer les gens par leur statut d'occupation. Nous avons des locataires, mais nous avons aussi des accédants. Et puis, il y a des riverains, il y a des gens qui habitent autour. Et je pense que la notion de service, justement, elle doit être très extensive et
prendre en compte les gens dans leur environnement. Alors justement, ce travail, alors il y a 2 ans, j'avais prévenu, quand on avait monté le village de l'innovation sociale et solidaire dans le cadre de l'association régionale Rhône-Alpes, HLM, je me baladais tout le temps avec la brochure et donc dès que j'intervenais, je sortais la brochure et je la montrais. En ce moment, on est en plein dans la fabrique de la proximité en Rhône-Alpes avec Lara. Donc je suis évidemment venue avec la brochure, la fabrique de la proximité. C'est en ce moment, c'est hier et aujourd'hui. Et donc là, ce sont à chaque fois 1 millier de collaborateurs des organismes qui sont en train de réfléchir au service, justement. Et donc, dans la fabrication de ce service, dans la fabrication de cette proximité, toute une réflexion est en marche. Le mot d'ordre, ça a été d'être effervescent, d'être aux besoins farfelus, pas de limite, justement. On verra après. Et il y a des tas d'idées qui sont en train de sortir, alors, justement, qui sont autour du logement, mais qui sont surtout autour du service autour du logement, et notamment, j'entre dans mon logement, de quel service ai-je besoin, je vis dans mon logement ou je vis dans mon quartier, de quel service ai-je besoin, je sors de mon logement, comment on accompagne et comment voilà. Et donc, tout ça, ce sont les notions de service. Prenons des exemples, il est temps, déjà, dans ce que vous avez observé. Sébastien a cité tout à l'heure, de toute façon, souvent un besoin de solvabilisation. Je crois qu'il y a quelque chose sur lequel, en Rhône-Alpes, on met énormément l'accent. La solvabilisation, évidemment, c'est un besoin. Trouver la solvabilisation, c'est extrêmement important, et donc ça fait partie des besoins à satisfaire. Je crois qu'il y a un vrai besoin aussi qui s'exprime en termes de maîtrise. C'est-à-dire, ce que demandent les gens, c'est de maîtriser leur vie, c'est de maîtriser un certain nombre de choses, et notamment, je crois qu'il y a quelque chose qui est très en jeu en ce moment, qui est la politique d'attribution des logements, avec un système qui est maintenant devenu très archaïque, on va dire, où en gros, quand vous avez besoin d'un logement social, vous vous inscrivez sur un fichier de demandeurs et vous attendez qu'un jour on veuille bien vous appeler et qu'on vous dise que vous avez trouvé, ça y est, on vous a trouvé le logement, et manque de bol, c'est pas du tout ça que vous vouliez, ça correspond pas. Et ça, donc ce qu'on a essayé de mettre en œuvre en Rhône-Alpes au travers d'une expérimentation qu'on a appelée la location active, c'est précisément le fait de redonner la possibilité aux demandeurs de logement ou aux locataires, quand ils ont besoin d'une mutation, de retrouver cette maîtrise, c'est-à-dire de rendre l'offre de logement visible, de leur permettre de se positionner sur un logement au lieu de s'inscrire sur un fichier. Donc ça, là, c'est un vrai service qu'on apporte et qui rejoint ce besoin de maîtrise qu'on doit de son propre destin qu'on essaye de satisfaire dans le logement. C'est très important que d'autres offices, évidemment, expérimentent ici. Je voulais juste dire le SMS qui vient de passer, qu'on a eu le temps de lire. Je voudrais qu'on y revienne un petit peu plus tard. Restons quand même encore un instant sur ce point-là. Je vois Serge Guérin qui veut réagir. Oui, il y a eu déjà beaucoup de choses. Si on peut nous le remettre à l'image après, merci. Il y a eu énormément de choses qui ont été évoquées. Si je prends sur la dernière, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les enquêtes, pas seulement en France d'ailleurs, disons dans le monde occidental, c'est le sentiment des gens de dire, mais en fin de compte, j'ai plus la mise sur rien. J'ai plus la main sur rien. La mondialisation, c'est au-dessus de moi, ainsi de suite. Et finalement, je décide de rien. Je perds mon emploi sans même que j'y comprenne quelque chose. Quand j'en ai un, parfois, je me sens comme un numéro et j'ai aucune prise. Et dans mon logement, finalement, j'en ai pas non plus. Ce qui finit quand même par faire beaucoup. Axel Honneth avait écrit un bouquin qui s'appelle La société du mépris, en disant que les gens se sentent complètement méprisés parce qu'ils n'existent pas. Et donc, autour de ça, il y a déjà un enjeu extrêmement important. Alors, évidemment, selon les territoires et tout ça, c'est pas la même chose. Justement, sur les territoires, ça a été dit un petit peu. Il y a finalement, on dit la France. Et puis on dit on a des grands objectifs chiffrés, mais il n'y a pas une France, il y a 3 France. Je la fais vite, mais il y a la France des métropoles, celle qu'on aime bien parce qu'elle va bien et tout ça, mais c'est globalement 25% de la population. Il y a une France des banlieues autour, qui finalement est souvent en attractivité avec les métropoles, et puis dont on parle beaucoup. Et puis il y a une 3e France, dite la France périphérique. Christophe Guilluy avait inventé cette expression. C'est quand même 60% de la population. Et ce sont des gens qui, en plus de n'avoir le sentiment de décider sur rien, ont en plus le sentiment d'être totalement méprisés. Et c'est ceux-là qui, on dit les zones détendues, mais finalement ils sont souvent très très tendus dans ces zones détendues, parce qu'ils se sentent complètement oubliés. Alors on le mesure très bien. L'expression la plus forte, c'est la disparition du bureau de poste. Il y a que là, d'un seul coup, vraiment, on sert vraiment plus à rien, ainsi de suite. C'est les temps de transport. Et donc les modes de vie, à l'ère où tout va vite et ainsi de suite, à l'ère où tout le monde parle de l'Internet, c'est encore des zones où, par exemple, il n'y a pas de connexion, ainsi de suite. Donc c'est des gens qui vivent cela de manière très très forte. Puis l'autre élément qui a été dit, c'est qu'on dit, en effet,
les habitants du monde HLM. Mais les habitants du monde HLM, ça veut à peu près rien dire. C'est 11 millions de personnes au moins. Et là-dedans, il y a plein de catégories. Et par exemple, des personnes âgées vivant à 50 km du moindre village, c'est pas du tout la même chose qu'une femme seule qui vit en métro au sein d'une ville et ainsi de suite. C'est-à-dire que faut aussi prendre, je crois, de plus en plus le fait que dans ces populations-là, il y a des publics avec des usages, des besoins, des difficultés et aussi des capacités à se prendre en main de manière ou d'une autre qui sont extrêmement différentes. Et si on n'aborde pas, je crois, la question du service, mais la question du service par rapport aux personnes et non pas par rapport, par exemple, à un étage ou des éléments comme ça, je crois qu'on passe à côté de quelque chose qui est très important, en sachant que les gens ont leur propre complexité. C'est-à-dire que je peux me retrouver une vieille personne qui a des problématiques d'adaptation et des choses comme ça, mais je suis aussi une grand-mère qui voit aussi son petit-fils galérer, ainsi de suite. Donc je peux aussi me retrouver avec deux regards ou deux visions et deux attentes par rapport à ce dont j'ai besoin. Avoir le sentiment effectivement de mieux choisir le logement qui est proposé, c'est un premier élément qui me paraît très, très important. Castiliane et Isabelle Rueff, vous voulez peut-être faire un commentaire là-dessus, où on trouve d'autres exemples de services chez vous, Éric Philippard, où vous reconnaissez évidemment ce que vient de décrire Serge Guérin. Oui. Et c'est là où je parlais du SMS qui est passé, juste avant nous, qui disait que justement dans les zones détendues, est-ce qu'on pouvait pas envisager des lieux de santé, des maisons? Merci beaucoup, le voici. En territoire détendu, permettre aux offices, qui sont parfois les derniers acteurs présents, puisque le bureau de poste est parti, de faire des opérations d'intérêt général, maison de service au public, pôle de santé libéral. Ça fait partie des réflexions que vous avez faites? La réponse est oui, effectivement, donc, sur les principes. Petit clin d'œil sur les territoires détendus, ce sont des territoires qui, parce qu'effectivement le marché est détendu, nous obligent d'être inventifs, joyeux et innovants. Donc on n'est pas sur des territoires en fait de déprime. Et même farfelu, a dit Isabelle Rueff. Voilà. Donc la réalité... L'innovation sociale, elle s'invente quand on n'a pas le choix. Les gens ne sont pas des innovateurs sociaux comme ça. Tiens, ce matin, je vais faire l'innovation sociale. Ça, c'est bon pour la techno, parce que je me dis derrière, je vais bien trouver des Pékins pour me l'acheter. Mais l'innovation sociale, c'est quand il y a justement des effets de crise. Elle vient de la nécessité. La réalité que je viens d'évoquer tout à l'heure sur la porosité entre les marchés, les loyers du secteur public et du secteur privé font qu'aujourd'hui, dans la plupart des territoires détendus, alors même s'ils ne sont pas homogènes évidemment, puisqu'il reste des pôles urbains avec lesquels il y a encore une attractivité, font que le loyer n'est pas forcément l'élément différentiel. Et on a besoin de développer, nous, des éléments différentiels qui nous permettent effectivement de résister à la concurrence et à la porosité. Et la qualité de service, ne serait-ce qu'avant de parler des nouveaux services sur les services existants, c'est un élément fondamental. Ce sont des éléments qui ne sont pas évidemment spécifiques aux territoires détendus, mais on pourrait faire d'une part de nous aider à aller à la conquête de nouveaux clients, avec des logiques et des stratégies commerciales totalement assumées, et la réalité du marché nous l'impose, et y compris avoir des logiques de fidélisation des clients de notre parc, afin effectivement donc de faire en sorte qu'ils puissent rester. Ça nous amène donc de fait à avoir une sorte de commercialisation de la gestion locative. Donc, une espèce de contraction qui consiste à, y compris donc à utiliser des outils, des postures, des approches, et ce sont des transformations professionnelles extrêmement importantes, extrêmement conséquentes dans nos métiers. Oui, je me le disais en vous écoutant, ce sont des mots nouveaux quand même dans vos métiers, lorsqu'on parle de commercialisation, je ne sais pas. Je prends un exemple, en fait, dans l'organisme qui m'emploie, nous avons 30 commerciaux qui sont des vrais commerciaux dédiés à la conquête donc, de nouveaux clients, et nous avons à peu près 70 à 80 chargés donc, de relations pour la fidélisation, chargés de clientèle. Ça nécessite beaucoup de formation, Éric Philippard? Ça nécessite d'autres compétences? Ça nécessite, comme dans tout ce qui se passe effectivement dans tous nos organismes, du temps, de la lisibilité, des perspectives, de l'accompagnement, des formations, et d'avoir des conseils d'administration qui soient derrière et qui nous soutiennent. Sébastien Longin, sur ce point? Je voulais rebondir sur 2-3 petites choses, et notamment sur ce qui est passé, et qui disait, est-ce que finalement sur les territoires détendus, comme c'est le cas chez toi, il ne faudrait pas être en capacité d'aller vers des choses nouvelles et faire des maisons de santé, oui, etc. Question très importante. Bon, avec cette idée, nouveaux services, nouveaux besoins. On est là vraiment dans le cœur des choses, puisque on dit qu'on est des opérateurs au service
des locataires, mais plus globalement de l'environnement et donc des territoires. Et c'est aussi ce qui fait la particularité des OPH par rapport à d'autres bailleurs. Moi, j'ai pas l'impression, sans minorer en rien du tout, j'ai pas l'impression qu'on est en train de réinventer des choses très nouvelles ou qu'il faille le faire. On a une bannière tout à l'heure qui disait modèle d'avenir. Hein. C'est un modèle très ancien, mais qui a de l'avenir et qui a de l'actualité. Sur nos cœurs de métier, il n'y a pas besoin d'en sortir. On peut faire des belles choses dans ce cadre-là. Sur notre cœur de métier, qui est de mettre à disposition des locaux, c'est notre cœur de métier. On peut accueillir du commerce de qualité. En matière de qualité de la ville, c'est des choses excessivement importantes. On peut accueillir des maisons médicalisées, on peut accueillir des cabinets médicaux, on peut accueillir, etc. C'est des choses qui ont du sens. Nous, on s'est battu sur un territoire un petit peu compliqué par rapport à la déshérence des services publics, à faire revenir Pôle emploi en cœur de ville, et on a fait un montage autour de ça. Donc on peut faire des choses. On peut faire des choses aussi sur un autre cœur de métier, puisque tu l'évoquais tout à l'heure, via la location active, tu l'appelles désormais, active. On peut faire des choses aussi dans notre métier d'attribution, y compris en termes de services et de mieux pour qui le vivre ensemble, le qui... pour reprendre un des thèmes de travail de Monsieur Guérin, la question des populations un peu plus âgées. Pourquoi demain ne ferait-on pas priorité aux aidants, par exemple, pour qu'ils puissent se rapprocher des aînés dont ils ont besoin de s'occuper? C'est rien du tout, mais je suis persuadé que ça pourrait avoir un impact important. Leur permettre de s'installer plus près, à proximité immédiate, c'est un vrai apport. On sait que très souvent, ils ont des heures de transport. Voilà, exactement. On a, nous, mais comme d'autres, on a passé un partenariat avec l'agence départementale qui s'occupe des assistantes maternelles pour essayer de mieux les loger, pour qu'elles puissent mieux développer leur métier. Et l'air de rien, ça veut dire qu'il y a du service à la population et de l'emploi qui va se développer. Donc on n'a y compris pas besoin de sortir de notre modèle historique et de nos métiers historiques pour avoir l'impact qu'on attend de nous. Même si, Sébastien Langer, je découvre en même temps que vous ce SMS, c'est un commentaire, pas une question. Justement, est-ce que l'élargissement de nos métiers en proposant ces nouveaux services est une vraie vocation pour les offices, ce que vous dites, ou est-ce que c'est parce qu'il faut bien le faire, hein, compte tenu du retrait des autres pour maintenir le lien? Les deux ne s'opposent pas. J'allais dire, on peut parler des deux, Isabelle Rueff, puis Éric Philippard. Je crois que c'est très clairement les deux, c'est-à-dire ça fait partie de notre vocation et c'est important de pouvoir affirmer une vocation et nos spécificités au service des territoires et notre organisation qui est souvent une organisation de proximité qui nous permet de remplir et puis effectivement quand tous les autres se retirent, heureusement qu'il y en a qui restent. Alors deux questions qu'on n'a pas vraiment encore abordées, mais je ne les ai pas oubliées, je sais qu'elles comptent pour vous tous. La question juridique, jusqu'où peut-on aller, hein? Vous parlez de services de santé, vous parlez d'autres innovations. On a vu que les Anglais ne se posent pas trop de questions à ce sujet. Est-ce que chez nous, c'est pas un petit peu plus compliqué si on revient sur une bonne vieille norme française? Là, je voudrais vous entendre les uns et les autres, peut-être Serge Guérin aussi. Et puis la question du financement, je pense qu'on aura à y venir. Aïcha Sissoko, je vous ai vu auparavant, vous vouliez ajouter autre chose? Avec un micro, vous serez gentil, bien près de vous-même. Moi, c'est aussi la question de la disparité des engagements d'un office à un autre. C'est pas forcément la même chose, puisque sur le terrain, on travaille avec beaucoup d'offices et de statuts OPH ou SA. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes engagements et d'un office à l'autre, ça peut être bloquant. Je crois que c'est une question qui mérite aussi d'être réfléchie. Parce que ça pose des difficultés aux habitants, bien sûr. Voilà, tout à fait. Ça, c'est très, très important. Donc là, au RIF, bon, ça, quand c'est possible, on s'en approche, mais ce serait bien que les offices réfléchissent aussi à une sorte d'harmonisation. Ça me fait penser un peu aux préfectures, même si c'est les mêmes lois qui régissent, je dirais par exemple le droit des étrangers, on a des pratiques d'une préfecture à l'autre qui font beaucoup la différence, quoi. Voilà. Et c'est vrai que là, on est quand même en train de parler d'initiatives des uns et des autres, donc j'espère que votre question est entendue. Éric Philippard. Oui, pour faire le lien avec la précédente question, moi je crois que d'ailleurs à titre personnel, pendant longtemps j'ai considéré que la solidarité relevait du financement par l'impôt. D'accord ? En réalité, aujourd'hui les choses sont un peu plus complexes. Et on voit bien, on ne peut pas être un coproducteur de solidarité sans considérer que le loyer, indirectement, finance en fait cette solidarité. Donc on a bien effectivement une composition avec l'élément qui me semble important, il faut bien vérifier auprès de qui on s'adresse. Et le travail que l'on fait, nous, en particulier en Saône-et-Loire, en direction des personnes âgées, nous a amené, alors à la fois dans la réponse à un besoin nouveau, et aussi à trouver des marges, des recettes pour équilibrer notre activité,
à reprendre en animation des foyers logements que nous avions construits et qui étaient gérés notamment par des CCAS. Pourquoi? Parce que le diagnostic qui avait été fait à l'échelle départementale montrait que les nouveaux besoins n'étaient pas forcément intégrés par les organismes qui pilotaient, et nous avions considéré que nous avons un savoir-faire, un véritable métier sur une forme d'hôtellerie sociale pour des locataires qui restent des locataires qui relèvent en fait du HLM avec des revenus modestes. Donc nous nous engageons dans la reprise d'un certain nombre de foyers pour lesquels nous sommes propriétaires en animation. Et vous avez évoqué en même temps la difficulté réglementaire. Tout ça se fait en lien avec un schéma départemental sur l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. Vous en parlez dans votre manifeste, hein, largement. Tout à fait. Et on voit bien que sur les nouvelles résidences-services, donc la loi, l'article 15 de la loi ASV, qui nous autorise effectivement en tant que bailleur à construire, ne nous autorise pas à gérer et à animer dès lors en fait que notre cible serait des publics à revenus modestes. Donc ça, c'est un frein aujourd'hui à une réflexion plus globale qui est une sorte de continuum du maintien à domicile jusqu'à la résidence-service pour des locataires qui relèvent des plafonds HLM. Oui. Que faire face à ces obstacles juridiques? Auparavant, prenez le temps, Eric Philippard, de lire ce qui est écrit à votre intention et à celle de Serge Guérin d'ailleurs. Je crois que tout le monde l'a lu. Si je peux Serge Guérin, bien sûr. Sur un ou deux éléments qui sont centrales, et puis merci pour le texto là. Mais d'ailleurs, je m'appuie là-dessus parce que on a quand même un discours. Alors c'est vrai, porté, et j'en fais largement partie, le bobo parisien et tout ça. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses où les gens disent, oui, les gens sont égoïstes, il n'y a plus rien qui se passe et tout ça. Ce pays va pas bien et autres. Oui, mais en même temps, ce pays il tient très très largement parce que se réinvente plein d'initiatives, se réinvente plein de solidarités, alors souvent très territoriales, très petites au sens, mais 1 + 1 + 1, ça finit par faire beaucoup. Et là, il y a énormément de choses qui se passent. Et parfois, d'ailleurs, en poussant les bailleurs, en poussant les CCAS, en poussant les élus, en disant, vous êtes bien gentils, mais votre légitimité, c'est quoi? Nous, voilà, on est en train de préparer telle chose et telle chose. Et donc, dans énormément de territoires, sont en train de s'inventer, y compris d'ailleurs des nouvelles solutions d'habitat où on va partager, et ainsi de suite. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait mis juste une petite phrase ou qui parlait des potagers. Oui, je vais passer ça très vite, oui. Juste réappuyer là-dessus, c'est que on est, et les bailleurs en sont en plein dedans, dans énormément de territoires, c'est la question de la faiblesse de l'activité, de la faiblesse des revenus. Et donc là, il y a plusieurs réponses. Il y a une réponse en Seine-Saint-Denis, par exemple, l'idée d'essayer de faire des systèmes de mutualisation, de négocier en gros, ainsi de suite. Et donc, on peut retrouver du pouvoir d'achat. Mais il y a aussi plein d'endroits où les personnes, par exemple, l'histoire des potagers, aujourd'hui, 15 à 20% des fruits et légumes de ce pays ne passent pas par le marché. Les gens les produisent eux-mêmes, les échangent, les troquent, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a et ça arrive beaucoup dans les offices, juste question comme ça, oui, hein, vous l'observez dans vos offices. Tous les jardins je crois que ça se développe très bien. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'on réinvente. Donc ça n'est pas un truc de bobo, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est pas du tout un truc de bobo, c'est même plutôt un truc de voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on réinvente une économie de la disette d'une certaine manière. Alors, certains diraient de la frugalité, c'est tout de suite plus chic et plus bobo et plus écolo. Mais bon, mais en fin de compte, c'est je réinvente des activités qui ne passeront pas par un travail officiel parce qu'il y en a pas. Mais pour autant, et là les bailleurs ont aussi un rôle, c'est-à-dire comment finalement on favorise des nouvelles formes d'activité qui contribuent à la fois de la dignité, parce que du coup je suis pas le chômeur ou je suis pas le vieux retraité, je suis le monsieur ou la dame qui fait des super tomates. C'est pas tout à fait pareil quand même. Mais en plus je fais l'activité physique, donc c'est bon pour ma santé et ainsi de suite. Je contribue à dépolluer. Enfin voilà. Et donc comment en fin de compte on pourrait dire ces internalités positives. Enfin, il y avait une grande dame qui avait parlé il y a quelques années comme ça, qui a eu le prix Nobel et tout ça, Elinor Ostrom, qui disait mais en fin de compte c'est par là que ça bouge. Et quand on regarde tout ça, il y a une activité, une créativité qui est faite, qui est extrêmement positive, et ce qui permet aussi de sortir un peu d'un discours souvent un petit peu victimaire. Ça va pas, tout le monde est victime. Bon, il y a plein de victimes qui se retroussent les manches et qui font des choses. Parfois juste pour 3 personnes. Hein. Mais je crois que ça fait partie des enjeux pour les bailleurs, qui le peuvent, d'accompagner, de valoriser ou simplement parfois d'aider. De valoriser ces services-là, ce que nous disait Aïcha Sissoko lorsque ces personnes sont prêtes, par exemple, à participer à des fêtes, à bien d'autres choses. Je vois que tout le monde veut... Oui, Aïcha, je vous en prie. D'un mot, si vous le voulez bien. Moi, je pense que cette question de la dignité des personnes est très importante. Et en travail social, notamment, il ne faut jamais s'arrêter à voir une personne que sous l'angle des difficultés qu'elle a. Il faut dire que tout un chacun a du potentiel. Souvent, les gens en ont conscience ou ils n'en ont pas conscience.
Mais en tout cas, le travail social, le maître mot, c'est de faire, s'il n'y a pas la conscience de ce potentiel, c'est de faire que les gens prennent conscience et qu'ils soient acteurs vraiment de leur vie. Bien sûr. Et moi, j'ai vraiment apprécié ce principe lorsqu'on a eu, nous, à accompagner la sortie de 80 familles polygames sur les Mureaux. Donc, ça s'appelait la décohabitation des familles polygames dans le contexte de l'ANRU. Et la question n'était pas simplement que du relogement. Il fallait vraiment travailler avec les gens sur leurs désirs, sur leur potentiel et sur leur contribution. Et c'est quelque chose qui a bien marché, alors que c'est une problématique quand même qui reste très très complexe par bien des aspects que voilà, ça présente. Et qui n'est pas toujours bien accepté. Isabelle Rueff, justement, je voulais revenir revenir sur la question des jardins partagés, parce que je trouve que ça illustre complètement des choses qu'on est capable de faire, qui sont des choses simples, et qui sont extrêmement utiles, parce que ça répond finalement à ces différents besoins qu'on a exprimés. C'est-à-dire que, premier besoin, un besoin de solvabilisation. Effectivement, ça coûte moins cher de produire moi-même mes légumes que d'aller les acheter en passant par plein d'intermédiaires. Le deuxième, c'est effectivement ce que j'appelais la prise en charge, ou le fait d'être acteur ou de maîtriser sa propre vie. C'est vrai, il y a une vraie satisfaction à produire soi-même plutôt qu'à rentrer dans une relation marchande ou à aller acheter quelque chose qu'on vous impose, parce que c'est ça que vous allez trouver sur le marché et pas autre chose, avec le prix que vous pouvez mettre, évidemment. Et puis le troisième, c'est le vivre ensemble, c'est-à-dire que les jardins partagés, ils ont aussi un énorme avantage, c'est qu'ils sont partagés, et que quand on partage, on se parle. Oui. Donc là, je crois qu'on a au cœur de cet exemple la satisfaction des trois besoins sur lesquels on est en capacité d'intervenir et donc de répondre par du service, la solvabilisation, le pouvoir d'achat, la production, enfin la maîtrise et la prise en charge, le fait d'être acteur, et puis le troisième qui est le vivre ensemble. Mais il y a les obstacles juridiques, donc on en a parlé un peu trop vite, je pense, je voudrais qu'on y revienne. Je crois que chez vous, justement, l'OPAC 38, on prend le parti de se dire, d'accord, le droit ne nous permet pas de tout faire, passons outre et le droit s'adaptera jusqu'au moment où il vous empêchera d'aller plus loin, peut-être. Oui. Mais votre approche est assez pragmatique. C'est au fond, on le fait, on expérimente et on recule s'il le faut. Je plaiderais assez volontiers pour un droit à l'expérimentation en disant ce que je souhaite, c'est qu'on nous laisse essayer, qu'on nous laisse faire, et qu'à partir de ça, le droit devra traduire. Finalement, le droit est souvent un peu en retard sur l'évolution de la société, et que finalement, ça me paraît important d'essayer, et d'essayer ensuite de faire ce qu'on appelle du lobbying pour que le droit traduise cette réalité. Et donc, je conteste un petit peu ce que j'ai vu dans le SMS, c'est-à-dire de le mettre en préalable. Je pense qu'effectivement, que ça soit plutôt le point d'arrivée et celui qui acte un certain nombre d'évolutions enregistrées. J'ai vu Éric Philippard réagir aussi à ce SMS qui revient vers nous. Puis Sébastien Longin, Éric Philippard. Oui, un tout petit mot. Dans notre métier, en permanence, on pousse les frontières. Bien sûr. Les frontières de droit. Oui, ce n'est pas de toute façon que là-dessus. L'initiative, la créativité dans un tas de domaines. Un des éléments de conclusion du manifeste des territoires détendus, mais qui, à la limite, pourrait s'appuyer sur bien d'autres territoires, c'est en particulier la mise en place de zonage dans ces territoires. On avait imaginé, en s'appuyant sur, en particulier, il y a une petite jurisprudence, puisque l'article 441 de la loi Allure autorise la mise en place en fait des commissions d'attribution numérique dans les territoires détendus. Et le territoire détendu était par excellence des territoires dans lesquels les communes n'étaient pas assujetties à la taxe sur les logements vacants. C'était ce que le législateur avait retenu pour définir un territoire détendu. Dans ces territoires, nous aimerions bien avoir effectivement la souplesse pour l'expérimentation, pour à certains moments trouver les formes que j'ai évoquées par exemple sur les personnes âgées, qu'on pourrait évoquer sur le handicap, sur la suppression du SLS, ce qui permettrait donc là aussi d'avoir une plus grande diversité dans les objectifs de mixité sociale, et ce droit à l'expérimentation qui aujourd'hui nous fait défaut. Oui. Donc convaincre, faire du lobbying, disait Isabelle Rueff, convaincre vos élus aussi, les élus de vos régions respectives. Sébastien Longin. Je voudrais rebondir sur 2-3 petites choses, si vous le permettez. La première, c'est que je ne voudrais pas qu'on entende dans ton propos qu'il faut faire des zonages permettant l'expérimentation et des zones ne le permettant pas. L'expérimentation doit bien se faire partout. Non, peut-être je vais essayer, à travers l'exemple pratico-pratique qui est le nôtre, d'expliciter un petit peu les limites telles qu'on a pu les rencontrer.
On est parti du principe, s'agissant d'un des projets que l'on porte actuellement, que sur notre territoire, Plaine Commune, le revenu médian est environ inférieur de 40% au revenu médian régional. Faut faire quelque chose, si je puis dire. Mais en même temps, nous, bailleurs, quelles que soient nos ambitions, on a peu d'effets pour augmenter les ressources de nos locataires. Donc on se dit, on va essayer de maximiser le pouvoir d'achat, voilà, et voir comment on peut jouer sur les dépenses. Alors jouer sur les dépenses, c'est notre métier pour ce qui touche le loyer, les charges, etc. Mais on s'est dit, on va aller au-delà. Et on est parti d'une idée, alors je ne sais pas si c'est une idée qui est très innovante, c'est peut-être aussi une très vieille idée, qui est de se dire on va essayer de faire l'équivalent d'un comité d'entreprise pour nos locataires et qui vont pouvoir en quelque sorte avoir accès à des biens et des services de qualité, on y travaille, mais à des prix défiant toute concurrence, si je puis dire. On a monté ça, on est en train de le monter, ça sort dans quelques semaines à peine, on est en train de monter ça, y compris avec les locataires eux-mêmes, et on a rencontré toute une série de difficultés. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu s'attaquer à un certain nombre d'enjeux. Le premier qui nous semblait le plus en lien avec la question du logement, c'était comment faire en sorte que nos locataires aient accès à une assurance habitation qui leur convienne, c'est-à-dire ajusté pour leurs besoins à eux. Quand on vit dans un logement F3 avec une certaine forme d'ameublement, on n'a peut-être pas obligé de prendre une prime d'assurance qui comprend un niveau d'ameublement incroyable et donc de la surassurance, etc. Et puis surtout un coût qui vaille le coup. Donc l'assurance habitation. 2, parce que c'est les besoins qui sont liés au logement, c'est la question des travaux dans les logements, quand c'est pas de la responsabilité du bailleur, bien sûr. Les travaux, oui, payés par le locataire, donc engagés par le locataire. Comment on peut faire en sorte que au niveau du territoire, il y ait des acteurs avec une charte qualité, une charte prix qui s'engagent à les travailler avec nos locataires. Et puis après, on peut décliner, y compris l'ameublement, comme on le disait dans le reportage sur la Grande-Bretagne, etc. Donc c'est tout ce qu'on est en train de faire. L'idée, c'est quoi ? C'est pour nous, on est 17 500 logements, 17 500 ménages qui ont une force collective pour aller négocier des tarifs, bousculer un petit peu le modèle économique au niveau local. Et donc, très rapidement, quelles sont les difficultés juridiques qu'on a rencontrées ? On a travaillé avec un cabinet d'avocats, etc. Et on se dit, principe de spécialité. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Bon, d'accord. Donc en gros, c'est pas votre métier. C'est pas notre métier. On n'a pas à faire ça. Donc on s'est dit, c'est pas grave. On doit avoir une lecture positive du droit, ça ne va pas nous empêcher de faire quelque chose, et donc on va trouver la solution pour continuer à avancer. On s'est dit, on va faire une association juridique autonome indépendante. Là, l'avocat nous a dit non, attention au risque d'association transparente. Bon, d'accord, donc on a pris un certain nombre de précautions par rapport à l'association, et donc on continue à avancer. Et puis après, on a dit attention, vous allez faire comment ? On va dire, ils vont aller voir cette association, on va aller voir les locataires. Attention, pas de partage d'informations. Le fichier CNIL, le fichier locataire ne doit pas être donné à l'association. Ok, on a trouvé une solution. Et puis après, on nous a dit, mais attention, conflit d'intérêts. L'association va avoir des liens avec des entreprises, et finalement, indirectement, vous allez avoir des liens avec des entreprises. Bref, je pourrais aller comme ça beaucoup plus loin, y compris en termes d'assurance, on peut s'arracher les cheveux dès qu'on y touche. En tout cas, effectivement, il y a toute une série de complexités. Alors, on va y arriver, on va le faire, ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Il faudrait sans doute juste un point, qu'on ait des lieux, y compris des lieux avec des autorités, les pouvoirs publics, etc., où on se dise, là on est dans l'expérimentation, on donne une forme de garantie, allez-y, on couvre, on regarde, on couvre. Et puis le droit, on va le faire avancer parce que votre besoin, tel que vous le mettez en avant, nécessite une réponse manifestement. Bien sûr. On a vu passer un SMS pendant que vous parliez, Sébastien Longin, qui allait dans ce sens. Et puis je retiens aussi ce que vous dites, ces partenariats à nouveau avec les associations d'habitants. Vous parlez d'un quasi-comité d'entreprise. Ça fait partie des voies possibles, ça, d'évolution de ces accords collectifs. Je crois que vous avez tous démontré que c'était quasiment indispensable aujourd'hui. Serge Guérin, tout ce qui se dit là. C'est marrant parce que là encore... Beaucoup d'idées qui sortent. Il y a énormément d'idées, on voit qu'il y a énormément d'initiatives. Et d'envie. Et encore une fois, derrière, c'est bien la contrainte. Quand j'ai écouté Sébastien, je pensais, il y a très très longtemps, dans un pays qui s'appelle les États-Unis, où les lois sociales sont pas tout à fait au même niveau, il y a une dame, un jour, en 69, elle arrive à la retraite, elle découvre quand elle est à la retraite, elle n'a aucune assurance maladie. Rien. Et donc, elle appelle ses copines, elle était instite, elle dit, si on est à plusieurs, on va acheter ensemble les médicaments. Et puis du coup, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est à la RPP, 3e puissance lobby aux États-Unis, 42 millions d'adhérents.
Vous voyez, et c'est né simplement d'une béance sociale. Et encore une fois, l'innovation, c'est quand j'ai pas le choix. Je rappelle d'ailleurs qu'après tout, le logement social, au départ, c'était de l'innovation sociale. C'était bien parce qu'il y avait un problème. Donc on est bien là-dessus. Et finalement, au début, Sébastien parlait aussi le rapport de 1 et à 4,5. Et là, on est dans la question de l'investissement social. Et l'investissement social, c'est donc des gros mots, c'est bien derrière la question de la rentabilité sociale. Et donc, en effet, il faut l'expérimenter parce qu'il y a des choses qui sont moins rentables socialement que d'autres. Il y en a même qui sont même pas du tout rentables. Vous augmentez la prime pour payer le permis de conduire, c'est pas du tout rentable. Sauf pour les magasins d'auto-école. Parce qu'en fin de compte, ils augmentent leur prix. Bon, ainsi de suite. Donc, il y a aussi à penser ce type de choses. Et parfois, on s'aperçoit qu'en prenant des choses où les personnes, là aussi, sont acteurs, on revient quand même à ça. On gagne mieux quand les gens, par exemple, quand les gens arrivent à s'occuper eux-mêmes des parties communes, bah, c'est bizarre comme elles salissent moins les parties communes. Et finalement, ça coûte moins cher, ainsi de suite. Donc, on retrouve plein de choses comme ça. C'est quand on arrive, en effet, et ce droit à l'expérimentation, c'est quelque chose qui a été demandé il y a très très longtemps. On parlait de Grenoble, et on parlait d'Hubert du Bedou. Alors, voilà, c'est quand même il y a très très longtemps, mais c'est les groupes d'action municipaux. Et dans la charte des groupes d'action municipaux, c'était l'idée qu'on puisse tenter des choses dans notre zone. Et puis on verra après, et puis il y aura un effet d'investissement avec les autres. Mais c'était le droit, en effet, dans un cadre, bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais dans un cadre, en effet, d'être dérogatoire, je précise d'ailleurs dans les deux sens, à la loi, en disant, dans ce sens-là, on n'a pas le choix, pour l'instant, il faut faire comme ça, ainsi de suite. Et donc, donner aussi, et puis il y a la question des normes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elles sont hyper limitatives. Elles empêchent, par exemple, un regroupement, je sais pas moi, d'une maison de retraite et d'une école, pour dire on pourrait construire des choses en même temps. On n'a pas le droit parce que c'est pas les mêmes financeurs, c'est pas les mêmes normes, et ainsi de suite. C'est vrai que là, il y a un enjeu majeur. Ouais. Ça, on connaît bien aux offices. Gérer des résidences seniors en direct pour des offices, ça vous paraît pertinent? Je sais que ça fait partie des idées. Alors, là, peut-être que ça existe, non, ça n'existe pas. Dans la loi Serge Guérin, adaptation de la société au vieillissement, donc les foyers logements vont devenir des résidences autonomie. Et dans l'idée, c'est aussi de transformer le foyer logement. Pendant très longtemps, le monde HLM a mis ça quand même un peu. C'était pas le truc le plus fun, quoi. Or, c'est un des enjeux majeurs. Puis derrière, il y a la question de l'habitat regroupé qui est énormément soutenu par la CNAV aujourd'hui. Mais c'est aussi faire de ces lieux des lieux qui soient ouverts. C'est-à-dire que c'est aussi d'autres personnes qui puissent venir. Par exemple, il y a un restaurant, il n'y a pas besoin d'être seulement résident du l'ex-foyer logement pour y aller. D'autres personnes peuvent y aller. Et du coup, quand il y a d'autres gens qui y vont, il y a aussi d'autres recettes qui arrivent. Et puis le chef cuisinier, quand il a d'autres mondes qui viennent, il a tendance à être meilleur dans son repas. Donc tout le monde est gagnant, je dirais. Donc là, il y a quand même des possibilités déjà aujourd'hui de faire un petit peu avancer les choses. Il y avait, pendant que vous parliez, Serge, une autre remarque disant qu'effectivement, vous avez le sentiment, je ne sais pas qui s'exprime, d'être davantage perçu comme des bâtisseurs que comme des offreurs de services. Perçus par qui? Par les autorités publiques, c'est ça qui serait dit dans ce SMS? C'est le sentiment que vous avez les uns et les autres? Je crois que quand même l'accent est... Elle est à nouveau à l'image, merci. Je veux dire, en fait, on a quand même dans les objectifs qui sont assignés des objectifs de production. Oui, bien sûr. Voilà, qui sont toujours ceux qui sont mis en avant. Donc, effectivement, c'est au niveau de la production d'une offre nouvelle qu'on est le plus attendu. Et finalement, quand on regarde, c'est une partie qui est relativement faible de notre activité. Et la vraie réalité de notre activité, elle se situe quand même beaucoup sur d'autres champs. Et que même quand on construit, je répète, on construit pas de la même façon quand on sait qu'on aura à gérer derrière. Et qu'on va y rester dans la durée et qu'on assurera cette gestion. Puis je voulais rebondir aussi sur le modèle résidence sociale en disant, c'est vrai que de plus en plus on est impliqué dans des réflexions sur l'intergénérationnel et on est en train d'essayer plus de faire de l'intergénérationnel que d'enfermer les gens justement dans une catégorie en disant vous êtes un vieux, on va vous mettre à cet endroit-là, vous êtes un jeune, on va vous mettre à tel autre. Et de toute façon, dans une certaine mesure, la question des territoires détendus nous y oblige à commencer à essayer de déspécialiser un peu. Mais de toute façon, même quand on est en territoire tendu, cette réflexion, elle apporte, parce que ça conditionne complètement la façon dont on va gérer derrière. Et donc, finalement, ce qui a été créé à un moment sous la contrainte qui est souvent liée à la détente, finalement, c'est de nature à irriguer l'ensemble de la profession sur l'évolution de nos métiers. Oui. Je voulais juste aller dans votre sens en disant un élément quand même, il y a peut-être des élus dans la salle, c'est que l'inauguration d'une première pierre ou l'inauguration d'un nouveau bâtiment, c'est toujours plus chic, ça fait toujours plus de médias, ça fait toujours plus de belles images que inaugurer un nouveau service. Comment vous l'expliquez le nouveau service? Ça fait moins d'images, ça fait moins de journalistes qui arrivent, et ainsi de suite. Donc ça joue aussi beaucoup dans tout simplement la représentation médiatique. C'est que j'ai envie de faire quelque chose qui se voit, parce que du coup, voilà, par rapport à un moment Or les services et tout ça, c'est quelque chose de plus immatériel, et du coup, ça se médiatise
médiatiquement, ça se vend moins bien. C'est un peu impalpable, vous avez raison. Quel doit être le modèle économique de financement de ces services? On en a donné quelques pistes, on peut aller plus loin, Eric Philippard? C'est la vraie question. Oui. C'est la vraie question lorsque nous reprenons en fait en animation des foyers logements. On arrive effectivement donc avec la redevance à intégrer un certain nombre de services collectifs dans le cadre de la redevance. Lorsque nous sommes sur des résidences-services avec un petit détail, le montage en fait par PLS plus 10% permet de financer là aussi des services collectifs. Après, on est beaucoup plus en difficulté sur le financement de services individuels à la carte. Qui plus est, avec des résidents qui ont des revenus modestes. Donc là, je pense qu'il y a un vrai chantier à ouvrir sur la question du financement donc, des services. Comment la fédération peut vous y aider justement? Je crois qu'il y a des projets de fonds. Est-ce que ça pourrait passer par... Vous avez des idées là-dessus, l'un et l'autre, et puis je donne cette question pour l'ouvrir vers la salle. On va rentrer dans ce débat plus large. Qu'attendez-vous, disons, de la fédération à ce sujet? Sébastien Langin, je vous en prie. Eric Philippard donne un joker, là, j'ai l'impression. Je vais pas moi dire ce que non, mais quelles seraient vos attentes à vous en tant qu'office? Je vais d'abord peut-être pour mieux répondre à votre question déterminer quels sont les freins et les limites que j'ai rencontrés au-delà de l'aspect juridique, voilà, parce que ça permet de déterminer potentiellement des points de réflexion et d'approche. On a une première difficulté, en tout cas nous avons rencontré une première difficulté, c'est qu'à partir du moment où on allait discuter avec des acteurs qui n'étaient pas nos partenaires quotidiens habituels, des assureurs, etc., il a fallu s'ouvrir vers un autre monde. Ouais, je suis désolé, les termes de B2B, B2C, taux de transformation, plan marketing, etc., c'était pas natif chez moi. Voilà, hein. Pour dire les choses comme ça, je suis peut-être un affreux, issu des politiques publiques, mais c'est pas natif. Et donc, il faut aussi qu'on développe, alors peut-être que certains l'ont déjà, mais qu'on développe d'autres formes de compétences et qu'on s'ouvre à d'autres choses, ce qui peuvent nous servir sur plein d'autres points. Et donc ça peut être un enjeu. Un autre enjeu, moi, me semble-t-il, c'est de pouvoir systématiquement essayer autant que faire se peut de bien cerner le projet et son objet. On a une vraie difficulté, et on revient aussi sur un des intitulés, c'est les nouvelles attentes, nouveaux services. Moi, je ne suis pas persuadé qu'on soit systématiquement sur de nouvelles attentes. On est potentiellement sur de nouveaux besoins, mais entre nouveaux besoins et nouvelles attentes, c'est deux choses radicalement différentes. Et notre méconnaissance, pour dire les choses de façon un peu crue, des pratiques et des modalités de consommation peuvent nous envoyer dans des voies de garage où on va développer un super produit mais dont personne ne voudra. Ça, c'est une vraie problématique. Autre problématique, c'est la façon dont on en parle de cette offre-là. On a travaillé, nous, en mécénat de compétences avec différentes institutions vraiment expertes, dont un avait créé un système économique qui permettait de mettre à disposition des lunettes pratiquement gratuites aux gens. Voilà. Il n'en a pas donné beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait un mode de commercialisation qui était pensé en fonction d'un public, allez, on n'a qu'à dire pauvre. Mais le public pauvre, il répond pas forcément à une communication faite pour les pauvres. Tout ça, faut l'intégrer. Bon. Et puis, une dernière chose, et je vais essayer de m'en arrêter là, c'est voir qui on est et comment on est, quelle est la représentation qu'on dégage vis-à-vis des autres. Voilà. Lorsqu'on a travaillé très finement avec un assureur pour se dire peut-être que notre gardien il pourra avoir un rôle dans un moment dans la constatation des dégâts parce que sans rentrer dans le détail ça pourrait faire économiser beaucoup de choses. On a fait un groupe qualitatif avec des locataires. Ils nous ont dit je veux surtout pas que le bailleur rentre dans ce système-là. D'accord. Et puis après, quand on a discuté les petits travaux locatifs, est-ce qu'on peut arriver dessus? Certains locataires nous ont dit, mais attendez, vous avez vu la qualité du travail de peinture qui avait été fait pendant la réhabilitation et c'est vous qui voulez faire les travaux chez moi? Donc il y a des enjeux de crédibilité, de positionnement, il faut vraiment qu'on les intègre en amont parce que sinon on risque l'accident, pas industriel, mais l'accident de service. Bravo pour cette... sincérité, Sébastien Langin, c'est dans ce que vous nous dites là. Je voudrais à ce stade, si on veut bien mettre un peu de lumière dans la salle, qu'on voit si vous avez envie de poser des questions très directement ou d'apporter d'autres informations, éléments à tout ce que nous échangeons là. Et il y a des micros pour vous dans la salle, n'hésitez pas à les réclamer et à prendre la parole très directement. Sinon, bien sûr, continuons avec les SMS qui revenaient en effet sur cette question de réglementation qu'il faut arriver à renverser. Eric Philippard. Oui, je voudrais répondre à la question sur l'accompagnement en fait, du mouvement HLM. Aujourd'hui, à l'évidence, ces questions sont à l'agenda.
Ces questions sont à l'agenda, en fait, de la Fédération des offices, de la FNAR, du mouvement HLM. La question des services, le modèle économique des services, la question des territoires détendus aussi. On voit bien que derrière ça, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit la spécificité des territoires détendus, mais notre métier évolue. Notre métier évolue. Nous sommes toujours des bâtisseurs, mais pas uniquement en fait des bâtisseurs de bâti, des bâtisseurs de solidarité et de services, avec le fait que je pense qu'un des éléments importants, c'est de bien se centrer sur notre métier, sur notre activité. Lorsque nous réfléchissons sur la question des personnes âgées, nous réfléchissons donc évidemment aux services et bâtis, mais dans un parcours résidentiel, dans un continuum, avec l'idée qu'on est bien effectivement sur les fondamentaux de notre activité. Certes, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, la redistribution est importante, elle nous impose pour autant en amont de dégager effectivement donc les marges nécessaires. Oui. Dans la salle, pas de questions, on arrête. Ce serait bien si vous vouliez entrer dans cette discussion. Est-ce que les micros sont... Oui, je crois que je les vois dans les allées. Réclamez, n'hésitez pas si vous le voulez. Serge Guérin à nouveau. Si on reste en effet sur la question du modèle économique et autres, en vous écoutant, je me souvenais à l'époque du plan Borloo. On disait service à la personne. Il y a eu des grandes études, Michel de Bonneuil, une grande économiste, qui parlait d'économie du quaternaire, et il y avait entre 400 et 600 000 emplois qui allaient être créés. Et juste un truc qui avait été oublié, c'est qui paye. Et qu'entre autres, les personnes elles-mêmes, en particulier les personnes âgées, pour certaines ne pouvaient pas payer, mais même pour d'autres, même si elles pouvaient, elles ne voyaient pas pourquoi ça serait elles qui paieraient pour quelque chose qui leur apparaissait aller de soi et qui devait être gratuit. Et donc là, du coup, on est arrivé aussi à quelque chose, c'est qui paye. Et qu'en effet, les usages, ils ne sont pas si simples que ça. Et pour un certain nombre de choses, la prise de conscience ça a un prix, alors qu'avant peut-être que ça n'en avait pas, ou en tout cas, on n'en avait pas parlé, et du coup, voilà. Donc là, il y a un effet. Donc c'est aussi ce qui avait été dit à un moment donné. Il faut aussi faire payer ce que vous disiez. C'est qu'à un moment donné, les gens, il ne s'agit pas que ce soit des grosses sommes, mais c'est aussi le sentiment que j'y participe. Il y a un côté estime de soi, il y a un côté ça vaut quelque chose parce que ça coûte. Dans la tête des gens, c'est quand même ça. D'où les risques d'ailleurs des tiers payants et tout ça au bout d'un moment. C'est que les gens ont l'impression que si je ne paye pas, c'est que c'est gratuit. Donc tous ces éléments-là de pédagogie sont extrêmement importants. Donc dans l'élément économique, dans le modèle économique, il y a aussi ça. Et puis, il y a deux autres éléments. Comme on pense toujours en contrôleur de gestion. Donc chacun regarde son plan comptable à lui et voit pas celui d'à côté. Si par exemple il y a une amélioration de la situation des personnes, si les gens ont plus d'estime de soi, si je reviens sur les tomates et sur les jardins, par exemple, je fais de l'activité physique. Donc c'est bon pour ma santé. Donc sans doute que ça éloigne l'arrivée du grand vieillissement. Donc sans doute que ça éloigne peut-être mon arrivée en hospitalisation. Donc là, il y a un gain économique énorme, mais il n'est pas lié directement aux tomates. Les tomates, si je les cultive moi-même, on va faire baisser la pollution. Ça aura des effets là aussi, et ainsi de suite. Sur le lien social, sur tout ça, à chaque fois, le lien social, peut-être que du coup, il y a des gens qui prendront moins de médicaments un peu psychotropes et tout ça. Donc tout ça a des effets, sauf que on ne veut pas ou on ne sait pas les mesurer. Du coup, on voit le coût tout de suite, mais on ne voit pas toutes les économies que ça apporte. Et le problème, c'est que ces économies-là, parfois, elles mettent 30 ans à arriver. En effet, on est toujours sur la question du financement. J'allais vous poser, on le fera après sans doute, la question d'un cofinancement aussi, comment aller vers les collectivités locales. Vous avez déjà évoqué les rapports avec les élus auparavant, et peut-être que Aïcha Sissoko veut y répondre. Quelle contribution peut-on demander aux locataires dans le financement de ces services compte tenu des problèmes de solvabilité? On a un petit peu répondu à cette question tout à l'heure, mais vous avez entendu aussi Sébastien Longin qui dit que les locataires ne sont pas toujours forcément d'accord pour marcher avec nous. Que diriez-vous à ce sujet, Aïcha Sissoko? Avec un micro. Oui, c'est sûr que la question de l'argent, c'est très important. Mais moi, je pense que tout dépend de comment on met les choses en place. C'est vrai, nous-mêmes, en tant qu'association, ce que M. Guérin a dit tout à l'heure, lorsque vous faites des choses gratuitement et qu'à un moment donné, il faut changer la donne, il faut que chacun participe, c'est pas facile. Nous, en tant qu'association, on est victime de ça. Que ce soit avec des bailleurs ou avec d'autres partenaires qui peuvent avoir besoin de services qu'on leur rend, sans lesquels d'ailleurs ils ne pourraient pas avancer. L'exemple, c'est tout ce qui touche à l'aide sociale à l'enfance en difficulté. Quand des enfants sont en placement ou qu'il y a des mesures éducatives en milieu ouvert, ce n'est pas le logement, mais c'est pour expliciter ce que je veux dire. Nous intervenons, nous accompagnons ces professionnels-là. Et sans notre accompagnement, ils ne peuvent pas
faire leur travail au quotidien, assurer les mesures, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Aujourd'hui, qu'on a une question de survie, nous aussi, puisque malheureusement, on vit de financements publics qui sont en régression chaque année. Ben, maintenant, demander à ses partenaires qu'on réfléchisse à une modalité, si symbolique soit-elle, de contribution pour qu'on puisse continuer à exister, c'est la quadrature du cercle. Ils ont besoin de nous, mais ils n'ont pas l'idée que ça doit se financer. Donc je pense que de la même manière, le locataire ne fait pas exception à la règle, ça fait partie du genre humain. Tout dépend maintenant de comment on présente les choses. Je crois que la manière de communiquer dans toutes choses de la vie est très importante. Si les gens se sentent concernés, s'ils se sentent en tout cas bénéficiaires à terme aussi, et expliquer, ne pas se priver d'explications. Je ne dis pas qu'on aura l'adhésion de tout le monde, mais on aura quand même de l'adhésion de quelques-uns et après ça fera des émules par la suite. Donc toutes ces choses demandent tout simplement une chose, accorder du temps au temps. Ça ne va pas se faire en un jour, donc il faut accorder du temps au temps, avoir de la patience. Avec une autre remarque, attention à la capacité des locataires à payer ces services qui ne sont pas toujours ceux attendus. Moi, je dirais deux choses. C'est-à-dire, enfin, je pense que Sébastien l'a très bien exprimé tout à l'heure. C'est-à-dire, d'ailleurs, il ne faut pas parler d'attente, il faut parler de besoin. C'est-à-dire, on est dans la satisfaction des besoins et justement, des attentes. Sinon, souvent on les crée et on passe à côté de quelque chose, en fait, qui était important. Et à l'inverse, on essaye d'inventer quelque chose sans se rendre compte que ça n'intéresse personne. Donc, je crois qu'il faut vraiment, au contraire, qu'on se pose bien la question des besoins et des besoins à satisfaire et qu'on parte de cette analyse-là pour faire quelque chose. Pour répondre un peu à la question de la solvabilité, de la solvabilisation et du financement donc de ces services, je dirais que c'est important d'avoir au moins à titre symbolique une participation des principaux bénéficiaires quand même, oui, parce que effectivement le service gratuit c'est rarement bien considéré, donc en fait la gratuité est pas forcément. Après ça peut être de l'ordre de symbolique. Et puis je dirais qu'on a quand même 3 atouts, me semble-t-il, à faire valoir et qui sont liés à nos spécificités d'OPH. La première, c'est justement ce lien fort qu'on a avec les collectivités. Et donc avec les collectivités, en effet, il faut se tourner vers elles. Et à un moment de dire mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire ensemble, sur quoi on peut se créer des partenariats, c'est-à-dire de passer d'une logique qui est souvent une logique de gouvernance à une logique de partenariat, c'est-à-dire sur ce stade, quel champ de compétences on a en commun et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et ça change quand même complètement la donne. Dans un cas, il y a un donneur d'ordre qui demande à quelqu'un d'exécuter, et dans l'autre cas, il y a un partenaire qui regarde quelqu'un, qui le met à égalité et qui dit tiens, moi, département qui a une compétence en matière d'action sociale, est-ce que je pourrais intervenir sur le champ du social avec un organisme qui a une vocation. Deuxième chose, je dirais, on n'a pas non plus une exigence de très forte rentabilité. On a une exigence de solvabilité, d'équilibre. On n'a pas une exigence de très forte rentabilité. Et donc, ça peut nous permettre effectivement de dire, il peut y avoir une partie des loyers qui va servir à ça, qui est une solidarité au niveau de l'organisme. Oui. Et puis la troisième élément quand même, c'est qu'on a aussi celui de la durée. Enfin, j'espère, c'est-à-dire que là encore, on n'est pas tellement dans le court terme, on est souvent sur des politiques de long terme. Et pour rebondir sur ce que disait Serge Guérin tout à l'heure, il faut aussi qu'on conçoive un certain nombre de choses qu'on fait comme des investissements et non pas comme des charges, et sur lesquels on aura un retour sur investissement. Alors, le retour sur investissement, il sera différé, il prendra du temps, mais malgré tout, on a une existence qui n'est sans doute pas menacée à court terme, du moins j'espère. Là encore, le long et donc terme, on peut s'inscrire dans la durée. Le long terme, c'est bien connu, c'est plus difficile aussi à faire accepter. Le court terme est plus payant, entre guillemets. Nos conseils départementaux peuvent être de bons financeurs. Eh bien oui, nous avions un représentant du conseil départemental de notre région ici, tout à l'heure. Et vous confirmez cette affirmation. Est-ce que dans votre manifeste, par exemple, Éric Philippard, vous leur suggérez des partenariats aux collectivités locales, et puis Sébastien Longin qui voulait aussi oui, alors des partenariats dans l'esprit de ce qui vient être annoncé, oui, tout à fait. Les partenariats sont plus faciles à monter sur de l'investissement, même si c'est un investissement qui se traduit par du service. Un exemple, on a
beaucoup travaillé sur la mise en place d'ascenseurs à l'échelle du département pour favoriser le maintien à domicile. Et là, le département a été très présent. Je pense que la question en fait est réelle, non pas par rapport au département. La question précédente sur le modèle économique en fait du financement donc des services est une vraie question, même si effectivement les marges et la rentabilité attendue est quasiment faible. Ça pose des questions de mutualisation à l'échelle effectivement de l'organisme et peut-être y compris de bénéficier des effets de la mutualisation dans un domaine qui serait du service, pourquoi pas, à l'échelle nationale. Les départements, comme beaucoup de collectivités, ont aussi quelques marges de manœuvre en fait, qui se réduisent fortement, mais ce sont des choix et on arrive effectivement à définir des stratégies de collaboration sur des cibles très particulières. Je pense qu'en l'occurrence, la question des personnes âgées et du handicap fait aujourd'hui partie des domaines avec lesquels on peut travailler. Ce sont deux chapitres importants. Sébastien Langin, puis on conclura avec Serge Guérin. Nous sommes quasiment au bout de notre table ronde. Je voudrais voir s'il y a d'autres questions dans la salle. On n'en a pas eu, on n'a pas beaucoup éclairé non plus, mais continue avec les derniers SMS. Nous poursuivons notre discussion jusqu'à 16h. Sébastien ? Oui, sur la question des financements. D'abord, tout ne coûte pas. Tout ne coûte pas en termes de services rendus à nos locataires et de nouveaux services. Il y a environ 2 ans, on a monté un partenariat pour que nos locataires aient un accès à du crédit personnel à taux zéro. Ça nous a pas coûté 1 centime pour l'organisme, simplement c'était de l'huile de coude. Voilà. Tout ne coûte pas. Et c'était efficace. Voilà. Et derrière, il y a des prêts, c'est à taux zéro, etc., etc. Bon, voilà. Sur la question du financement et des tiers financeurs, parce qu'on est bien d'accord que le financement qui pourrait être celui de nos locataires a vocation à rester minime quoi qu'il arrive, sinon on renverse la problématique et on essaye d'augmenter les revenus sur un budget très contraint. Donc ça ne peut venir que de l'extérieur. La Poste nous prouve, avec toutes ces réflexions et tout ce qu'elle met en œuvre, qu'il y a la possibilité de faire des choses différentes. Il y a la possibilité de rendre visite. Enfin, je vais pas redévelopper ce que tu disais s'agissant de la part. Là, quand on est sur l'enjeu des tiers financeurs, des tiers partenaires, etc., c'est là où éventuellement le modèle peut évoluer, et au-delà de la question de la mise à disposition de services, on pourrait à terme avoir des relais de croissance, entre guillemets, par rapport aux revenus qui sont les nôtres. Mais c'est la seule petite condition que j'y vois. Les derniers commentaires, on parle de répondre à des besoins et, majuscule, on prétend que cela doit être payant pour les locataires. Quelque chose me gêne profondément. On a répondu en partie à ça. Vous vouliez rien ajouter à ce sujet, mais c'est une remarque. En voici une autre. Dans beaucoup de quartiers, il faut commencer par rétablir l'ordre républicain avant de pouvoir proposer des services pérennes. Question de sécurité que vous connaissez les uns et les autres, peut-être plus en zone tendue. En zone détendue aussi. Donc je dis une bêtise. D'autres commentaires encore, questions, vous les prenez librement si vous voulez. Pas pour l'instant, mais on les surveille, ce sont les tout derniers. Serge Guérin, de tout ceci, vous voyez les offices se diriger vers... je sais pas, une autre réflexion, trouver des solutions innovantes. Est-ce que ça doit faire partie de leurs priorités, de votre point de vue d'observateur, sociologue? Et nous l'avons dit en commençant, mais on sait que c'est une population très importante aujourd'hui dans les offices, notamment en direction des personnes les plus âgées. Oui, je crois que déjà, la bonne nouvelle, c'est que le sujet a été un élément central de l'Assemblée générale. Donc déjà, en soi, ça montre bien qu'il se passe quelque chose. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà plein de choses qui sont faites. On l'a dit, par les offices, partout dans le pays, mais aussi par des gens qui eux-mêmes n'ont pas attendu les offices ni personne et qui à un moment se disent, on va le faire nous-mêmes, quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui au bout d'un moment se disent, bon, ok, on n'a pas tellement de choix. On va organiser des choses. Par exemple, tout à l'heure, il y avait une personne qui disait, ça peut être des maisons de santé libéraux et tout ça. Mais ce qui est encore plus riche, c'est les gens qui commencent à créer, à pousser pour qu'il y ait des centres de santé. Les centres de santé, c'est avec des médecins qui sont des médecins qui sont plus dans des logiques d'actes, mais qui sont au forfait, qui sont souvent salariés, qui sont parfois d'ailleurs un peu militants, et qui viennent s'installer dans tel ou tel endroit où simplement, en effet, le bailleur, par exemple, va proposer des murs, mais va pas proposer que des murs. C'est comment on va travailler ensemble, comment on va repérer les populations qui en ont le plus besoin et tout ça. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et donc c'est vrai qu'on a bien vu ça. En fait, l'élément en écoutant comme ça, on pourrait se dire c'est une notion de valeur ajoutée sociale, quoi.
Et finalement, la différence entre le logement social et le reste, à un moment donné, c'est ça. C'est est-ce que j'apporte le social d'aujourd'hui, qui n'est pas nécessairement exactement le social d'hier, ou disons un sursocial par rapport au social d'hier. Et donc là, et à nouveau, c'est la question de l'investissement social et tout ça. Et là, on voit bien qu'il y a des marges énormes. En plus, ça rend les choses plus intéressantes. Parce que finalement, c'est pas juste une histoire de mètres carrés, c'est aussi de qu'est-ce qu'il y a tout autour. Et encore une fois, c'est aussi, alors c'était marrant, là, le débat, il nous a expliqué tout à l'heure, Sébastien, qu'il avait découvert un peu le marketing et tout ça. Et que donc, les besoins, les usages, les attentes et autres. Il a appris des mots. Voilà. Mais, le marketing, ça a été inventé par le neveu de Freud. C'est pas pour rien quand même. Hein, c'est-à-dire que ça vient aussi de là. C'est-à-dire quels sont, et puis il y avait aussi la notion de désir et tout ça. À un moment donné, il y a des besoins, mais les gens, ils ont autre chose que des besoins à un moment donné. Et le désir premier, c'est celui d'être estimé. Et donc parfois simplement le fait de discuter, d'aller vers eux, de voir si ça les intéresse, si ça les intéresse, si ça les intéresse pas, et ainsi de suite. Mais déjà rien que ça, vous savez, c'est comme dans le soin. 50% du médicament, c'est l'écoute du médecin. On sait que ça fait 50% du job. Donc, et ben là, c'est un peu pareil. Peut-être que 50% du job du monde HLM et des offices HLM, c'est d'aller vers les personnes et dans cette notion d'écoute, mais bien qu'après, les gens se disent, oui, attends, ils m'ont écouté, mais ils m'ont aussi entendu, quoi. Il n'y a rien de pire que venir les voir, et puis après, il se passe plus rien. Mais donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose, et le premier besoin, c'est quand même la première attente, le premier désir, pour un être humain, c'est celui de se sentir justement désiré. Et ben le désir exprimé par l'office HLM, c'est d'aller voir la personne. Bien compris. Soyez désirés et désirables. Alors on va laisser le dernier mot aux habitants avec Aïcha Sissoko. Oui, ben moi je suis complètement d'accord avec ce que M. Guérin vient de dire. Et la question de la sécurité, même si une association locale n'est pas, en tout cas dans ses compétences et ses missions, en première ligne pour ces questions-là, je crois qu'il faut accorder une attention à tout ce qui peut être investissement humain sur un territoire donné. Cette question de la sécurité aujourd'hui et de manière débordante, ça va toucher la question, par exemple, de la radicalisation qui aujourd'hui affole notre société. Eh bien, nous, on apporte notre petite contribution en essayant justement de travailler au pied des tours d'immeubles avec l'ensemble des familles. Donc, c'est des groupes de parole, c'est expliquer les choses. Et aujourd'hui, depuis que cette question de radicalisation fait la une de nos journaux avec tous les drames que nous avons aussi connus, ben, la question de la laïcité n'a jamais été aussi à l'ordre du jour que maintenant. Alors, comment parler de laïcité, même pour des gens qui intellectuellement peuvent réfléchir à ce concept-là? Comment parler de tout ça avec les familles qui, certaines, n'ont pas de compréhension intellectuelle, en tout cas pour ça? Ben, on a essayé de trouver des outils qui soient adaptés. On passe par des codes couleurs pour expliquer les choses, donc permettre que chacun se sente concerné, que personne ne se sente jugé et qu'ensemble on trouve les solutions. Ça s'appelle de l'autopromotion des groupes. Donc nous, on croit beaucoup à ça. C'est au ras des pâquerettes. C'est une petite goutte d'eau, mais ça fait son effet. Et il n'y a pas de petit investissement social. Commentaire, oui, on va vous laisser le lire tout seul. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Aïcha Sissoko. Un tout dernier, quantification des services dans nos 10 permettrait d'afficher une autre facette de notre utilité sociale. Je voulais compléter peut-être, parce que c'est aussi une des idées qui a été évoquée par Serge Guérin. Derrière l'idée de service, je crois qu'il y a toute l'idée de plus-value sociale des organismes, et que donc d'évaluer cette plus-value sociale et de la faire rentrer effectivement dans nos indicateurs, ça me paraît quand même une piste extrêmement porteuse. Et tout ça, c'est la notion de service qui l'apporte. Et derrière cette notion, il y a évidemment toute la dimension de l'humain, des moyens humains qu'on met. On est évidemment à l'heure du digital, et la révolution digitale est en route. Et donc, on a besoin d'investir ce champ-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une bonne partie de la relation qui passe par l'humain, par l'investissement humain, par le fait d'avoir une présence de proximité, et que tout ça, ça doit se mesurer en termes de plus-value sociale. Et ce sont aussi les questions de société très importantes dont vous avez parlé, madame. Eh bien, merci. Merci à Serge Guérin de nous avoir éclairés par ses travaux. Merci, bien sûr, au directeur de l'OPAC, à madame Sissoko, et à tous. Et on prend une petite pause d'une demi-heure environ. Je vous propose de nous retrouver à 16h30. On aura un large débat avec vous tous autour de l'actualité du logement social avec les membres du bureau Laurent Goyard et Jean-Christophe Margelidon. À tout à l'heure.